24 grands chelems, le règne le plus long en tant que numéro 1 mondial avec 428 semaines. Des records dans tous les sens. On le dit partout et tout le temps. Novak Djokovic est le GOAT du tennis. Et c'est vrai, du moins si on se fie aux chiffres, au palmarès. Et si la vraie question n'était pas qui a gagné le plus, mais plutôt qui a gagné dans l'époque la plus dure de l'histoire, la plus dense. Parce qu'au fond, gagner c'est une chose. Mais gagner quand les grands monstres sont en face, quand personne ne vous fait de cadeaux, quand vous devez arracher chaque titre à deux autres légendes vivantes, ça c'est autre chose. Et si on vous disait que Rafael Nadal a fait exactement ça, et que personne ne le souligne vraiment? Nadal n'a pas régné seul, il n'a jamais eu de boulevard, pas de génération creuse, pas de circuit affaibli. Il est arrivé en pleine domination de Federer, une domination qu'il a dû briser. Puis quelques années plus tard, il a dû faire face à l'un des athlètes les plus invincibles de tous les temps, Novak Djokovic. Et même dans l'ère du Serbe, Nadal a continué à gagner. Donc face à lui, deux monstres et deux ères à combattre. Federer, il a régné, mais avant que Nadal n'atteigne sa maturité. Djokovic, oui, il a tout raflé, mais l'un vieillissait et l'autre bataillait déjà depuis plusieurs années. Mais Nadal, lui, a tenu tête aux deux quand ils étaient au sommet de leur art. Il a stoppé Federer au pic de sa domination, il a résisté au Djokovic le plus injouable qu'on ait jamais vu, et il a gagné dans les deux époques. Alors non, cette vidéo ne cherche pas à réécrire les palmarès, absolument pas. On ne niera pas les 24 majeurs de Djokovic qui font de lui le plus grand sans contestation. On ne niera pas non plus le génie intemporel de Federer, mais on va poser une autre question. Et si, dans le débat du GOAT, l'adversité traversée valait autant, voire plus que les trophées soulevés? Et si, le plus grand exploit de tous, c'était de survivre à deux légendes et de les battre quand elles étaient à leur meilleur niveau? Aujourd'hui, on va parler de contexte, de combat, de pic de performance. Et vous allez voir que dans cette histoire, le seul qui n'a jamais eu de répit, c'est peut-être bien lui. Quand on parle du GOAT en tennis, on parle toujours de chiffres, des titres du Grand Chelem, des semaines à la première place mondiale, les Masters 1000, le ratio victoire-défaite et tout autre record impressionnant. Si on s'en tient à ça, le débat est terminé. Djokovic a gagné, et de très très loin. Et pendant longtemps, c'est ce qu'on nous a appris à regarder, les Grands Chelems, la place de numéro 1 mondial, et c'est notamment Federer qui a ouvert la voie dans le tennis moderne, en allant battre les grands records établis par Pete Sampras. Puis Nadal l'a rejoint, et Djokovic a dépassé les deux. Fin de l'histoire. Mais à chaque fois qu'on tente une nuance, on nous ramène à cette évidence. Oui, mais Djokovic a 24 majeurs. Oui, mais il a battu les deux autres en confrontation directe. Oui, mais c'est le seul à avoir gagné au moins 3 fois chaque grand chelem. Et tout ça est vrai, c'est indiscutable. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'un palmarès suffit à raconter une carrière? Est-ce qu'on peut résumer une légende à une ligne Excel et quelques chiffres? Et surtout, est-ce qu'on peut comparer des trajectoires sans regarder les obstacles qui ont été mis sur leur route? Parce que parfois, les chiffres cachent l'effort, ils gomment le contexte, ils oublient l'époque et ils effacent ce qu'il a fallu traverser pour les obtenir. Et si on s'arrêtait uniquement aux lignes de trophées, on passerait à côté de ce qui rend une carrière légendaire. Alors oui, niveau statistique, le débat est clos. Et je vais le répéter pour éviter de frustrer les pros de Djoko, et j'en fais même partie. Après avoir supporté Roger et Rafa, je me mets derrière Novak parce qu'il est extraordinaire et que c'est la dernière lueur des trois monstres aujourd'hui. Mais cette vidéo, elle est pas là pour fermer la discussion. Elle est là pour la rouvrir, mais avec un angle qui est trop peu mis en avant. À savoir le contexte, l'époque dans laquelle on a évolué, la densité des adversaires et sur ce qu'il fallait battre pour arriver au sommet. Parce que qu'on soit bien d'accord, tous les titres ne racontent pas la même histoire. Oui, un grand chelem égale un grand chelem, c'est toujours un exploit de gagner ces tournois. Mais les obstacles pour y parvenir, eux, changent. Le parcours pour soulever le trophée n'est toujours pas au même niveau. Exemple, l'Open d'Australie que Djokovic a gagné en 2012 en battant Ferrer, puis Murray, puis Nadal dans des matchs de dingue a été bien plus dur à gagner que l'Open d'Australie 2023 où Djokovic perd un petit set et en jouant des joueurs sans expérience comme Rublev en quart de finale, Tommy Paul en demi-finale ou même Tsitsipas en finale. Donc parfois, l'écart entre le meilleur et le reste du circuit est énorme comme en 2023, alors qu'à d'autres moments, plusieurs monstres se battent pour le même titre, comme en 2012. Et dans ce cas-là, chaque titre devient une grosse guerre. Ce qu'on oublie souvent dans le débat du GOAT, c'est de regarder qui régnait en même temps. Pas pour relativiser, mais pour comprendre la densité historique dans laquelle une carrière s'est construite. Est-ce que c'est pareil de gagner 10 grands chelems dans une période où personne ne semble pouvoir vous rattraper, que de gagner 10 grands chelems en affrontant deux autres légendes dans leur prime? C'est pas une question de mérite, ni un procès à charge, c'est une question d'intensité, de concurrence directe, de poids des adversaires dans l'histoire du sport. Et si on veut évaluer objectivement la grandeur d'un parcours, il faut élargir le débat. Il faut regarder l'environnement, et pas seulement le bilan. Qui était là? À quel moment de leur carrière? À quel niveau ils jouaient en grand chelem? Parce que résumer un grand chelem à son trophée, c'est réducteur, et ça serait omettre l'histoire que le champion nous a racontée.
tous les parcours ne se ressemblent pas. Donc la question est simple. Est-ce que c'est plus impressionnant de gagner 24 grands chelems quand vos deux rivaux ne sont pas dans leur pic de forme? Ou alors d'en gagner moins, mais en battant deux autres légendes absolues dans leur pic de forme? Et ben là, on commence à voir les choses autrement. Parce que Rafael Nadal n'a jamais eu le confort. Il a jamais gagné quand la voie était dégagée. Il a gagné quand l'Everest était en face, très souvent. Il a battu Federer alors que Federer était numéro 1 mondial depuis plus de 200 semaines consécutives, et c'était pas un Federer vieillissant, pas un Federer nostalgique. Non, c'était le Federer de 2005 à 2008. Le Federer qui paraissait injouable. Le Federer des 5 Wimbledon d'affilée. Et Nadal est venu briser ça. Et quelques années plus tard, il s'est retrouvé face à une autre tempête, Novak Djokovic. Mais pas n'importe lequel, le Djokovic de 2011. Le Djokovic qui gagnait tout, qui l'a battu 7 fois d'affilée, qui semblait avoir décodé son jeu, qui dominait physiquement, mentalement, tactiquement, et bah même là, Nadal n'a pas lâché. Il a pris des coups, il a encaissé, il a perdu, beaucoup, mais il est revenu. Il a repris Roland Garros et il l'a battu en plein prime. Donc Nadal n'a pas juste remporté des titres, il les a arrachés à ceux qu'on considère comme les plus grands. Il a gagné alors que personne n'aurait dû pouvoir respirer à cette époque. Et sur ce seul critère, qui d'autre peut en dire autant? Dans d'autres sports, il faut vraiment se rendre compte que ce critère de l'adversité, il est vraiment central. Quand on parle d'un grand joueur, on regarde pas juste les trophées, on regarde aussi qui il a battu pour les gagner, et dans quelle ère il a construit sa légende. Michael Jordan, par exemple, il a pas juste gagné des titres, il a vaincu les Bad Boys de Détroit, il a éteint Magic Johnson, il a brisé les rêves de Barkley, de Malone, de Stockton, et tout ça dans une NBA où la densité de talent était monstrueuse. Donc on se souvient pas que des 6 bagues, on se souvient qu'il les a gagnés dans une époque où chaque série était un combat. Messi et Ronaldo, ils ont pas empilé les ballons d'or seuls dans leur coin. Ils ont dû se battre déjà l'un contre l'autre et en plus dans le même championnat relevé de la Liga pendant plus de 10 ans, et autour, la concurrence était féroce, avec des Neymar, des Lewandowski, Ibrahimovic, Xabi, Iniesta, Robben, Ribéry, Suarez, Mané, Griezmann ou Salah, tous ces joueurs extraordinaires qui n'ont jamais soulevé le ballon d'or. On a l'exemple de la MMA aussi, où Khabib a pris sa retraite invaincu. Sauf que certains le mettent derrière John Jones, parce que Jones a battu les plus grands, dans l'ère la plus compétitive de l'UFC. Donc l'adversité, c'est un argument très valorisé dans le MMA. Et même en Formule 1, Lewis Hamilton n'est pas juste le champion aux 7 titres. On regarde face à qui il a construit ça, donc contre Schumacher en début de carrière, contre Rosberg dans la tension, contre Verstappen dans la violence, et on valorise cette adversité. Donc vous l'avez compris, la plupart du temps dans les autres disciplines, on prend le contexte très au sérieux. On regarde ce qu'il a fallu battre, qui, quand et à quel niveau. Mais dans le tennis, quand on parle du GOAT, on oublie souvent ça. On oublie l'époque, les joueurs à battre. On oublie à quel point il est rare de devoir battre deux légendes vivantes au sommet de leur carrière, et de le faire durablement. Non, à la place, on empile juste les titres comme s'ils avaient la même valeur. Comme si chaque grand chelem se jouait dans le même paysage. Comme si la concurrence de 2008 était la même que celle de 2016 ou de 2022. Bah non, c'est pas du tout le cas, parce que le tennis, comme tous les grands sports, c'est un sport d'époque. Et toutes les époques n'ont pas la même densité, n'ont pas les mêmes adversaires. Et ici, il s'agit pas de dire que Federer a gagné trop tôt, ou que Djokovic a gagné trop tard, ce serait une lecture injuste et complètement fausse. Ce qu'on dit, c'est que Nadal a gagné entre les deux. Et ça, personne ne l'a fait. Alors certains vont me dire, oui, mais pourquoi sortir cet argument maintenant? Parce que Djokovic est devant? Mais non, c'est pas une tentative de réécriture. C'est juste un éclairage qu'on peut juger pertinent qui n'a jamais vraiment été pris en compte. Il retire rien à Djokovic ou à Federer. Il ajoute juste une chose, le chemin parcouru. Et dans le cas de Nadal, ce chemin, c'est un champ de mine. Il est arrivé alors que Federer dominait tout, numéro 1 depuis des années, intouchable sur dur, intouchable sur gazon, et Nadal l'a battu, sur dur et sur gazon jusqu'à Wimbledon. Et puis il a vu surgir Djokovic. Pas un Djokovic en rodage, le Djokovic de 2011, le Djokovic qui battait tout le monde, y compris Nadal, pendant des mois et des années. Et Nadal, encore une fois, il a trouvé les ressources, il a résisté, il a riposté. Il a jamais eu de creux dans la vague, il a jamais eu ce moment seul au sommet. Et pourtant, il a continué à gagner. À Roland Garros, mais aussi à l'US Open, en Grand Chelem. Donc 2 règnes, 2 pics, 2 légendes au sommet de leur art, et au milieu, un joueur, un survivant, Nadal, qui n'a pas juste eu des rivaux. Il a eu les 2 plus grands joueurs de tous les temps comme adversaires à leur prime. Et malgré ça, il a gagné 22 grands chelems. Et ça, aucune autre légende du tennis a eu à le faire. Aucune. Entre 2004 et 2007, le boss, c'est Roger Federer. Il ne domine pas le tennis, il est le tennis. Numéro 1 mondial sans discontinuer, 4 saisons terminées au sommet et des finales à la chaîne sur toutes les surfaces. À cette époque, le débat n'est pas qui peut battre Federer. Le débat, c'est est-ce qu'il est déjà le plus grand de tous les temps. Les commentateurs parlent d'élégance divine, de jeu parfait, d'un joueur sans faille. Certains vont même jusqu'à dire qu'il pourrait finir avec 20, 25, voire 30 grands chelems, sans rival. Parce qu'il faut dire que sur le circuit en face, personne n'y croit vraiment. Andy Roddick est dépassé,
Lleyton Hewitt est neutralisé, Nalbandian, Baghdatis s'affinent, personne ne tient la cadence. Mais un mur finit par se dresser, un mur venu de Majorque. Un joueur encore adolescent, short, débardeur, et un regard déjà impénétrable, Rafael Nadal. Entre 2005 et 2007, Nadal impose sa loi sur terre battue, 3 Roland-Garros d'affilée, il bat Federer à Paris, encore et encore, mais le Suisse garde le reste, le dur, le gazon et le trône. Il est toujours numéro 1 mondial, il gagne tout ce qu'il touche, sauf à Paris, donc c'est une guerre froide. Nadal tient sa surface, mais Federer gouverne l'Empire, du moins jusqu'en 2008. Parce qu'à Wimbledon se produira le match que l'histoire retiendra. Le plus grand de tous les temps, le match qui change tout. 5-7, presque 5 heures de jeu, un crépuscule qui tombe sur le center court, mais surtout 2 hommes au sommet de leur art. Federer, invaincu à Wimbledon depuis 6 ans, avec 5 Wimbledon d'affilée, c'est sa maison. Mais ce jour-là, Nadal n'est plus l'outsider, il n'est plus le roi de la terre battue, il est là pour tout prendre. Passing, coup droit décroisé, plongée et victoire. Nadal bat Federer chez lui, dans son jardin, sur l'herbe sacrée de Wimbledon. C'est beaucoup plus qu'un match, c'est une fracture, un renversement. Le joueur que personne ne devait battre à Wimbledon vient de chuter. Et il a chuté face à un homme de 22 ans. Et c'est pas fini, c'est juste le début du renversement. Open d'Australie 2009, encore une finale entre Federer et Nadal, et encore un chef-d'œuvre qui est remporté par Rafael Nadal. Mais cette fois, c'en est trop pour le Suisse, qui craque. Il pleure à la remise des trophées, il pleure parce qu'il le sait. Le vent a tourné. Nadal n'est plus un défi de surface, c'est un nouveau roi. Par la suite, Federer continuera à gagner quelques gros titres, bien sûr, mais cette période entre 2008 et 2010 a bien marqué la fin d'un monopole. À partir de là, il sait que Nadal peut le battre n'importe où, n'importe quand, même dans son jardin. Donc Nadal a bien réussi à prendre le dessus sur un Federer qui était le GOAT, un Federer à son prime. Il est allé battre Federer prime sur la surface de Federer, dans le tournoi de Federer. Donc il a brisé le fantasme du joueur invincible que représentait Roger, et il l'a fait à l'âge où d'autres découvrent encore le circuit. Mais pour Rafa, c'était que le début de la mission, parce que la suite allait être bien plus difficile. Comme si battre une légende ne suffisait pas, Rafael Nadal a dû en affronter une autre. Il avait été le némésis de Federer, mais à son tour, il allait rencontrer le sien, Novak Djokovic. En 2011, le Serbe explose. Mais c'est pas une montée en puissance, c'est une prise de pouvoir, un renversement d'équilibre. Cette année-là, Djokovic bat tout le monde. Federer, Murray, et surtout Nadal, à 6 reprises, mais surtout 6 fois en finale, et sur toutes les surfaces. Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Wimbledon et l'US Open. C'est une humiliation pour Nadal. Et comme si ça suffisait pas, Djokovic enchaîne avec une 7e victoire d'affilée contre Nadal en 2012, en finale à l'Open d'Australie. Ce match-là, c'est un chef-d'œuvre. La plus longue finale de l'histoire du tennis en Grand Chelem. 5h53 minutes. Un choc de mental, d'endurance, d'orgueil. Mais Djokovic l'emporte, encore. C'est pas juste une série de défaites, c'est un verrou mental qui s'installe. Djokovic a trouvé la clé contre Nadal. Il neutralise son lift, il prend la balle tôt, il retourne tout, il faiblit jamais physiquement, et surtout, il y croit. Il entre sur le court en pensant qu'il va gagner, contrairement à une majorité défaitiste qui espère remporter un set. Et Nadal, pour la première fois, semble impuissant, débordé et prévisible pour Djokovic. L'Espagnol est pris dans un scénario qu'il ne contrôle plus du tout. Et là, une question résonne. Est-ce que Nadal est en train de vivre ce qu'il a infligé à Federer? Bah oui, totalement. Mais comme toujours, il revient. Roland-Garros 2012, finale contre Djokovic qui vient de mettre 3 petits sets à Federer. La suite semble claire pour tout le monde. Après avoir fracassé Nadal à Madrid et à Rome, Novak va finir le travail à Paris. Mais Nadal le contient. Il varie, il défend, il le pousse à la faute et 4 sets lui suffisent pour conserver son titre. L'air de dire à Djokovic, ici c'est chez moi mon gars. 2013, Roland-Garros, demi-finale entre les deux, est l'un des plus grands matchs de leur rivalité. Djokovic est encore plus fort. Il vient de déloger Nadal à Monte-Carlo après 8 titres d'affilée de l'Espagnol sur le rocher. Djokovic est agressif, percutant, impressionnant et tellement fort qu'au terme d'un match ahurissant, il a le break dans le 5e set. Il est à un souffle de la victoire. Sauf que comme toujours, Nadal résiste et sort le grand jeu. Encore. Il stoppe Djokovic. Mais le symbole de la pugnacité de Nadal a lieu à l'US Open, cette même année 2013, où il bat Djokovic en finale. Là, on est sur dur, et Nadal parvient à battre celui qui enchaîne littéralement les titres à l'Open d'Australie. Roland-Garros 2014, rebelote et finale entre les deux. Djokovic mène 1-7-0, il veut en finir, mais sous la pression de Nadal, il craque. Nadal reprend le contrôle avec un 9e titre à Paris. Face à Federer, Nadal avait été l'obstacle, l'homme qui empêchait la perfection. Face à Djokovic, il devient l'homme à surmonter. Et il le fait. Pas toujours, pas partout,
mais il trouve des réponses. Alors pour être honnête, après cette US Open 2013, Nadal n'a plus jamais battu Djokovic sur gazon et sur dur. Il a même plus jamais pris un set à Novak Djokovic sur dur. Donc le Serbe a fini par prendre l'ascendant petit à petit, mais c'est là que Nadal paradoxalement renforce sa légende. Pas parce qu'il domine, mais parce qu'il s'est accroché. Parce qu'il a continué d'y croire et qu'il a évolué pour continuer à gagner. Roland Garros 2022, quart de finale, Nadal revient d'une année noire, Djokovic est favori, mais l'Espagnol renoue avec l'impossible. Il sort un match immense, une leçon tactique et une grande victoire. Une belle revanche après sa défaite l'année d'avant contre Djokovic à Paris. Donc Djokovic est sans aucun doute le plus grand défi dans la carrière de Nadal, parce que Djokovic le bat dans la tête, dans le style, dans le temps. Et pourtant, malgré les défaites, malgré l'usure, malgré les périodes de doute, Nadal a résisté. Il a plié sur le long terme à l'image de leur confrontation avec Djokovic. Djokovic qui a remporté 31 matchs contre 29 pour Nadal, mais Nadal n'aura jamais vraiment rompu. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis, et si tu trouves ce genre de vidéo intéressante et que tu as envie qu'on continue à en faire, je prends 20 secondes pour te dire que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet avec ces formats longs. Tu le vois, c'est pas du contenu fast-food, ça prend du temps, mais c'est pas ce qui rapporte le plus. Donc si tu veux nous aider, n'hésite surtout pas à t'abonner premièrement. Et si tu veux aller plus loin, on a fait une campagne de financement participatif, donc tu peux nous soutenir sur Tipeee. C'est grâce à ça que je peux continuer à produire ces vidéos, qu'on garde notre indépendance et qu'on peut proposer des contenus plus construits. Le lien est juste en dessous en description et même un mot ou un clic, ça change beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Jusqu'ici, on a parlé des défis que Nadal a affrontés. Mais pour mesurer l'ampleur de son parcours, il faut aussi regarder ce que les autres n'ont pas eu à affronter. Est-ce que Federer et Djokovic ont connu une adversité aussi forte, aussi constante, aussi écrasante que celle qu'a vécue Rafael Nadal? Commençons par Federer. Entre 2004 et 2007, il est tout simplement intouchable. Numéro 1 mondial pendant 237 semaines consécutives, il empile les titres, il écrase le circuit. Mais regardons qui est en face. Andy Roddick, excellent mais limité. Lleyton Hewitt, très bon, mais en fin de cycle. David Nalbandian, dangereux, mais irrégulier, et pas le plus menaçant en Grand Chelem. Et puis des Marat Safin, des Fernando González, des Nikolai Davydenko, tous très brillants, pas de problème, mais jamais vraiment dangereux dans le jeu pour Federer. Ce sont des très bons joueurs, des top 10 solides, mais soyons sérieux, aucun d'entre eux n'a jamais été dans les discussions du GOAT. Et pendant ce temps-là, Nadal arrive. Il a 18 ans, il fracasse tout, d'abord sur terre battue, puis il grignote, et en 2008, il renverse Roger à Wimbledon, puis il lui prend la place de numéro 1 mondial, puis il le renverse à l'Open d'Australie. Et c'est là que le vrai défi de Federer commence, quand Nadal atteint sa maturité. Et Djokovic, lui, qui il a affronté? Novak, il gagne son premier grand chelem à l'Open d'Australie en 2008. Il bat Federer qui est encore au sommet en demi-finale en 3-7. Rien à dire, exceptionnel. Et Nadal, à ce moment-là, il commence à prendre l'ascendant. Puis Djokovic ralentit. Il a 2 ans de flottement, des doutes, des blessures, perte de confiance, et il revient en 2011 en monstre. Et c'est vraiment là que le Big Three devient réel. Les affrontements sont légendaires, mais regardons l'autre versant. Après 2016, Djokovic connaît une baisse, puis revient en 2018 plus fort que jamais. Et là, il gagne beaucoup. À partir de 2018, il gagne 12 grands chelems. Mais dans quel contexte exactement? Federer, il a 33, 34 ans, puis 36, 37 ans. Nadal commence vraiment à être diminué physiquement. Les Murray, Wawrinka, Del Potro commencent à être blessés ou absents. Dominic Thiem a eu une période prime 2018 à 2020 avant de complètement sombrer. La next gen avec Tsitsipas, Zverev, Medvedev manque de constance. Et Alcaraz, qui est le premier à vraiment faire douter Djokovic, n'émerge qu'en 2022. Encore une fois, c'est pas du tout pour minimiser. Djokovic, c'est le plus grand. On l'a dit et on le répétera. J'ai même dit qu'il était le plus grand sportif de l'histoire moderne, tout sport confondu. N'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo où j'ai regroupé tous les sports. Non, la carrière elle est immense, mais il faut poser une question honnête. Est-ce que Federer et Djokovic ont dû gagner dans 2 règnes différents, contre 2 autres légendes à leur meilleur niveau, sur toutes les surfaces, et pendant plus de 15 ans? La réponse est non. Rafael Nadal, lui, a survécu à 2 ères, l'ère Federer, puis l'ère Djokovic. Il est arrivé quand Federer dominait tout, il a gagné, puis Djokovic est arrivé, et il a encore gagné. Donc Nadal a tenu dans ces 2 ères folles. Et il s'est pas contenté de survivre. Il a évolué, il a progressé. Nadal, c'est un joueur qui a fait muter son jeu par petites touches, mais en continu. Il a changé sa position au retour, il a modifié son geste au service, il a raccourci les échanges, il est monté au filet, il a utilisé davantage le slice, l'amorti, le jeu vers l'avant, il a osé prendre des risques, même à 35 ans. Federer aussi. Mais davantage en 2017 pour changer son approche. Revers bloqué, jeu plus agressif, retour plus risqué. Djokovic aussi, mais surtout après 2018, quand il revient après ses blessures. Nadal a dû s'adapter en permanence sur chaque surface, face à chaque rival, chaque saison. Et c'est peut-être ça sa plus grande force. Il n'a pas simplement traversé le temps, il l'a dompté.
Maintenant, faisons une pause. On laisse un instant les trophées, on met de côté les chiffres et on se pose la question suivante. Et si Rafael Nadal avait joué dans une autre époque? Pas celle de Roger Federer, pas celle de Novak Djokovic, mais dans une époque sans eux, sans de légendes de son calibre. Je sais que c'est des si et que ça peut paraître superficiel, mais si Nadal avait été tout seul en haut de la montagne, si il avait eu la même intensité concurrentielle qu'un Federer entre 2004 ou 2007, à affronter des Roddick, des Hewitt, Davydenko, Gonzalez, Lubicic, Blake, Baghdatis, mais sans Federer en état de grâce. Sans une opposition systématiquement grotesque à chaque grand chelem. Combien de grands chelems il aurait gagné d'après vous? 25? 30? Parce que Nadal, même dans les conditions les plus difficiles, a réussi à trouver des titres, des gros titres. Alors imaginez-le dans une ère plus ouverte. Imaginez un Nadal de 20 ans qui n'a pas de rival, qui enchaîne plusieurs saisons sans avoir à battre Federer en finale, sans devoir trouver la solution contre Djokovic sur dur et sans subir les assauts conjugués de deux machines différentes. Et maintenant, prenons l'histoire à l'envers. Et si Federer avait croisé Nadal dès 2004? Pas celui qui découvrait le circuit, mais celui de 2008. Celui qui frappe plus fort, qui court plus longtemps et qui t'étouffe dans l'échange. Et si Djokovic surgissait dès 2008? Non pas comme un jeune prétendant, mais comme l'ogre qu'il est devenu en 2011. Est-ce que Federer aurait gardé le même tempo? Est-ce qu'il aurait accumulé autant de titres du Grand Chelem? Ou est-ce qu'il aurait été contraint lui aussi de partager, de perdre et de se réinventer plus tôt? Et si Djokovic avait dû prendre le pouvoir avec un Federer en pleine possession de ses moyens, et un Nadal sans blessure chronique? Est-ce qu'il aurait pu construire sa domination aussi vite? Aussi longuement? On dit pas non, on dit pas qu'ils auraient pas gagné. On dit simplement que Rafael Nadal, il a jamais eu ce luxe-là. Donc ces questions, elles sont pas là pour minimiser Federer, ni pour atténuer ce qu'a bâti Djokovic. Au contraire, elles sont là pour comprendre une chose essentielle. Aucun n'a eu l'opportunité d'évoluer sans les deux autres. Ils se sont bloqués, ils se sont freinés, ils se sont arrachés des finales, des saisons. Et si Nadal avait joué sans eux? Il aurait sans doute gagné beaucoup plus. Mais à l'inverse, si Federer n'avait pas eu Nadal dans les pattes dès 2005, ni Djokovic dès 2008, il aurait probablement enchaîné encore plus de grands chelems. Sa domination aurait duré plus longtemps, et son rythme aurait été encore plus impressionnant. Et pour Djokovic, c'est pareil, s'il n'avait pas dû affronter un Federer encore compétitif à son arrivée, et surtout un Nadal spécialement redoutable sur terre, il aurait gagné certains tournois plus tôt, et atteint certains records beaucoup plus vite. Donc les carrières du Big Three ne sont pas construites indépendamment, elles se sont entrelacées. Et c'est justement pour ça que seul Djokovic a tout gagné. Parce qu'ils se sont ralentis, mais seul Novak a su déverrouiller tous les cadenas appartenant à Federer et Nadal, et pas l'inverse. Alors quand on regarde les chiffres, les stats, on compte les titres, les semaines de numéro 1, mais ce qu'on compte pas, c'est les trophées qu'ils se sont empêchés de gagner les uns les autres. Et c'est là que le débat change, parce qu'on pondère avec la concurrence. Et c'est peut-être là qu'on mesure la vraie complexité de la trajectoire de Nadal, qui n'est pas la plus linéaire, pas la plus dominante, mais la plus exposée, la plus difficile à maintenir, la plus instable, et pourtant la plus résistante. Parce que oui, Nadal n'a pas eu le prime le plus long, il n'a pas enchaîné les saisons à 3 grands chelems, il n'a pas eu 300 semaines numéro 1 mondial, il n'a pas traversé 10 années sans blessure, il a eu des creux, des rechutes, des mois d'absence, des saisons écourtées, mais ce qu'il a eu aussi, c'est l'adversité la plus haute. Pas sur un tournoi, pas sur une surface, mais sur l'ensemble de sa carrière. Federer avant, Djokovic après, parfois les deux en même temps, et au milieu, Nadal qui a tout fait pour tenir. Pas toujours au sommet, pas toujours favori, pas toujours au meilleur de lui-même, mais toujours présent. Alors peut-être que son prime est moins impressionnant que le grand Federer, que le grand Djokovic, mais sa grandeur, elle est dans sa résistance, dans sa capacité à exister, même quand tout semblait lui échapper. Et c'est peut-être un critère qu'on oublie. Il a volé des titres à Federer en plein règne, il a arraché des grands chelems au grand Djokovic, et tout ça en plus dans une époque où l'excellence était la norme. Parce qu'on n'a pas parlé des Murray, des Wawrinka, des Del Potro, mais eux aussi à leur prime, fallait aller les chercher. Donc le mythe du GOAT, c'est aussi l'histoire qu'on traverse pour y arriver. Les blessures, les ennemis, la pression, les comebacks qu'on ne pensait pas possibles, et cette histoire-là, Nadal l'a écrite au milieu du chaos. Pas en trouvant un boulevard dégagé, mais en survivant à deux légendes au sommet de leur art. Rafa n'est pas le plus titré, mais il est peut-être le joueur qui a eu la carrière la plus difficile. Et quand on pense à la notion de plus grand, on peut se poser une question. Est-ce que le plus grand c'est celui qui a le plus gagné, ou est-ce celui qui a quasiment tout gagné, mais à des moments où il n'aurait jamais dû ? Rafael Nadal n'a pas le palmarès le plus fourni, c'est une réalité. Il n'a pas eu la plus longue période de domination continue, il n'a pas gagné le Masters, il n'a pas gagné Bercy, il n'a pas gagné Shanghai ni Miami, mais ce qu'il a gagné, il l'a fait face à Federer, face à Djokovic. Il l'a fait au milieu de deux règnes monstrueux, en étant constamment au centre du champ de bataille. Alors on pose une vraie question, pas une provocation, hein, juste une réflexion. Est-ce que le plus grand, c'est celui qui a le plus de trophées? Ou est-ce celui qui a résisté quand personne pensait que c'était possible? Et surtout, face à ceux qu'on considère aujourd'hui comme les deux autres GOAT potentiels. Djokovic, le GOAT des résultats, le GOAT des titres, qui a tout gagné,
Et Federer le GOAT dans ce qu'il a représenté, son influence. Et attention, ce qu'on vient de faire ici, c'est pas de chercher une excuse. C'était pas de dire Nadal n'a pas eu de chance parce qu'il est tombé au milieu de ces deux fous. Et de toute manière, le contexte il a aussi affecté Federer et Djokovic. Si Federer avait eu une décennie sans Nadal, sans Djokovic, peut-être qu'il aurait gagné 30 grands chelems. Et Djokovic, sans un Nadal en feu à Roland-Garros, peut-être qu'il aurait tout raflé encore plus vite. Mais c'est justement ça la grandeur de leur génération. Ils se sont pas contentés de gagner, ils se sont ralentis, freinés, challengés. Et c'est ça qui donne du poids réel à chacun de leurs titres. Donc non, on sort pas le contexte quand ça nous arrange. On le remet juste dans le débat parce que c'est lui qui donne du sens à tout ce qu'on regarde. Donc peut-être que le GOAT c'est pas celui qui a dominé une époque, mais celui qui a traversé la plus dure et qui est resté jusqu'au bout. Et vous, si Nadal avait joué dans une autre époque, combien de grands chelems vous pensez qu'il aurait remporté? Dites-le nous en commentaire, et surtout, continuez à penser par vous-même, parce qu'ici on ne vous impose pas une vérité, on cherche juste à creuser des sujets et trouver des angles un peu plus intéressants de ce que la plupart ont l'habitude de raconter. Et si tu veux aller plus loin sur Rafa en revivant ses débuts, ses hauts, ses bas, ses blessures, ses comebacks, je te laisse avec cette vidéo juste là qui revient sur toute son histoire. Ciao!